Donc, tout d'abord, je tiens à excuser Guylaine Vestelin, la présidente de la Fédération française handisport, qui m'a mandaté pour vous présenter à tous et toutes ses excuses pour ne pas être là aujourd'hui, mais qui voilà, me mandate pour la représenter. Donc la Fédération handisport est vraiment là. Et puis il y a aussi des services territoriaux, enfin, des comités territoriaux, des comités départementaux qui sont là, et ça fait plaisir de les voir. Et puis il y avait des collègues nationaux hier qui étaient là, donc la Fédé est vraiment en lien avec ce développement. Et puis aussi un petit merci déjà pour l'invitation et à Praticable pour l'intervention, parce que malgré le petit tacle de Didier, moi je trouve qu'il y a plein de ponts à faire et ça va me faciliter l'intervention qui suit, donc ça me va bien, parce que sur l'organisation et puis sur ce qui a été proposé, les problématiques du droit au risque, de l'aménagement ou pas, de la spécificité ou pas, des solutions qu'on peut avoir, les problématiques d'accès, les problématiques de matos, on va y revenir, mais avec un autre éclairage. Et donc moi du coup je suis conseiller technique national et notamment en charge du développement des sports nature. Vous avez entendu par mes interventions qu'il y a aussi d'autres casquettes, mais ouais, il y a notamment celle-là. Hop, ça marche, oui ça marche. Donc hop, ça va un peu vite. J'avais une présentation, mais du coup c'est sous forme vidéo, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Nature et accessibilité, des questions. Un petit rappel, je passe rapidement dessus, mais dont Méane a parlé ce matin, sur la loi 2502 sur la définition du handicap. Hop. Je vous laisse lire pour ceux qui ne la maîtrisent pas. Un petit point toujours dans la loi de 2005, toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Ok, ça veut dire quoi dans le cadre, quand on parle de sport de nature? Est-ce qu'il y a des droits particuliers à de l'accès à la nature en France? On retrouve dans le code du sport que les sports nature s'exercent dans des espaces cités itinéraires qui peuvent comprendre des voies, etc. Donc ça, c'est la définition des sports nature. Mais il y a un droit, dans le droit, dans le code du sport, les sports de nature et les sports en général sont reconnus d'intérêt général. Si c'est d'intérêt général, il est logique que ça soit un droit aussi pour les personnes en situation de handicap et pas que pour les personnes sans situation de handicap. Et une petite spécificité des sports de nature, vous le voyez un petit peu en bas, pratiquer un sport de nature, c'est s'adapter à son milieu. Comment on fait quand on est en situation de handicap pour s'adapter à son milieu? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Quel choix pour rendre accessible? Voilà, ça c'est une piste. Aménager le milieu pour le rendre, c'est mon terme, 2502 compatible. Je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde, mais j'aime bien aussi provoquer pour susciter de la réaction et qu'on puisse discuter après et argumenter. L'exemple que vous avez sur l'image de gauche, on est dans un vallon sensible, col de l'Arche, limite italienne, donc tout au sud-est de la France, à 2000 mètres d'altitude. Et puis on a un traçage au bulldozer, le passage d'un ruban en bitume végétal sur 1 km. Il y a aussi des petits plateaux d'interprétation en relief. Il y avait un système, je viendrai un peu plus loin sur le truc, de l'audioguidage, de la géolocalisation avec l'interprétation, etc. Donc un équipement qui a coûté très très cher. Il y a la petite pousse nature derrière à côté. Est-ce que quand on fait ça, on permet aux personnes en situation de handicap, d'accéder au milieu naturel? Est-ce que c'est encore un milieu naturel? Voilà, c'est une question qu'il faut peut-être se poser. C'était une vision, quand on est en déclinaison de la loi 2502, qu'on est sur des normes d'accessibilité, on va forcément naturellement, en tant que responsable de collectivité territoriale, de gestionnaire d'espace naturel, sur ce type de solution, parce que c'est ce qui nous est offert par les normes. Et les normes en 2 mots, parce que c'est des fois un peu énorme comme aménagement. Ça vient se poser et poser normalement des questions de handicap, nature, quelle représentation on a, nous,
personnes en situation en personnes valides. Les personnes en situation de handicap, est-ce que j'ai accès à la nature? Est-ce que je me l'autorise? Est-ce que le corps médical m'autorise et puis comment on va m'inciter à aller dans le milieu naturel? Est-ce que c'est dangereux d'aller dans la nature, comme est-ce que c'est dangereux de faire du skate ou d'aller dans un skatepark? Assez hostile comme milieu, hein. Il y a des gens avec des casquettes. Une petite vidéo pour vous montrer ce que ça peut aussi représenter en termes de représentation. Bon, le tennis, c'est pas un sport de nature. Je vais enchaîner sur une deuxième vidéo un petit peu plus longue pour aussi montrer ce qu'on peut faire et ce qui est fait déjà aujourd'hui. Celle que vous avez vue, on en reparlera un petit peu après. C'est au cours d'une des étapes d'un circuit qui s'appelle l'EDF ADN Tour, qui est organisé par la Fédération Handisport. Ah, j'ai plus le son? Si, ça y est. Depuis 2 ans. Il y a certainement des visages qui sont connus pour certains, si vous suivez un peu le circuit paralympique hivernal. Il y a eu une question tout à l'heure, que tu as amené, c'était Léo, c'est ça, pour Praticable? Non, j'ai perdu le prénom. C'est ça, Léo? Sur le côté, est-ce qu'on a le droit, le côté prise de risque, est-ce qu'on a le droit de prendre le risque et comment on fait pour accepter de prendre du risque? On pourra éventuellement dans l'échange revenir dessus. Mais là, on est sur du hors-piste, de la pente raide, mais c'est pas le premier sportif venu qui vient de monter dans un fauteuil ski qui va y aller. On est d'accord? Ça n'a pas grand-chose à envier à des belles vidéos et des réalisations de sportifs professionnels en freeride. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de plaisir, aucune gamelle. Yes! Vous ne pouvez pas demander mieux. Génial!
Voilà, et puis encore d'autres petites illustrations de ce que peuvent être des sports de nature chez Handisport et dans le cadre du développement dans notre milieu, les sportifs qui sont chez nous. En petite photo au milieu, là, vous avez Florian Jouani, que vous connaissez aussi, qui est athlète champion paralympique en cyclisme, qui est tétraplégique et qui est dans un fauteuil de chez Mouvely, là, qui permet de faire de la randonnée active. Là, en l'occurrence, on est allé faire les passerelles tibétaines qui sont à côté de Grenoble, près du lac de Monténard-Avignonnet. Mais pour le coup, il est actif 80% de la rando. C'est pas, voilà, il y a le côté où on pense Joëlette, il n'y a pas que Joëlette dans la randonnée, il y a aussi d'autres manières. À partir du moment où on s'intéresse au projet de la personne en situation de handicap, et c'est ce que j'ai entendu pendant 2 jours, en fait, se recentrer un petit peu sur la demande, l'envie des pratiquants pour pouvoir y répondre. Quelques illustrations, voilà, comme ça. Et puis on peut avoir aussi du matériel qui permet à des personnes plus lourdement handicapées d'être emmenées dans le milieu, d'être plongées dans le milieu, mais sans avoir avoir le besoin forcément de faire la prestation physique qui leur permet d'y aller. Voilà. Parce qu'il y a parfois des freins aussi à ce niveau-là. J'avance un peu. Alors du kayak de mer, en l'occurrence, c'était un stage là au mois d'avril. Les sports de nature chez nous, à Handisport, ça 3 points particuliers aujourd'hui. C'est assez récent sur ce mode de développement. Alors il y aura certainement peut-être à retravailler aussi avec des associations qui aujourd'hui sont extérieures au mouvement, mais qui ont peut-être à gagner à venir travailler en collaboration. Je pense à Praticable, justement, je pense que ça vaut le coup qu'on échange. Les sports de nature à Handisport, quand même, pour l'histoire, le premier sport nature, c'est du ski et c'est en 1950. Donc l'histoire, elle est d'il y a très longtemps. Néanmoins, en termes de développement aujourd'hui, le programme i5, je vais le détailler un peu plus en avant, c'est sorti en janvier 2021. Le rendre accessible par de l'information, de la data, du guidage, avec le partenariat avec Rossignol, la marque Handispot pour OnPiste, la Mountain Biker Foundation, c'est courant de cette année que ça s'est vraiment lancé. Et puis aussi le pari du matériel avec plateforme de mutualisation, avec des exemples qui marchent bien, d'autres qui marchent un peu moins bien, portés soit directement par des structures handisport, soit par des collectivités locales. Et donc le premier point sur i5, c'est le projet, c'est de sortir du côté qu'on savait peut-être un peu trop faire, on fait une journée découverte, on te propose un baptême, tu vas essayer du kayak, tu vas essayer de la plongée, et puis en fait, une fois que tu l'as essayé, on te propose d'essayer de la plongée et d'essayer du kayak. Ouais, mais ok, mais à quel moment je fais le sport en fait? L'idée de i5, c'est ça, et donc c'est d'obliger un petit peu, pour avoir du financement chez nous, d'organiser la pratique, pour les clubs, pour les comités, d'organiser la pratique sous forme de cycle, avec des objectifs de cycle, donc avec une recherche de perfectionnement technique, oui, mais pas que. Ça peut être de la connaissance du milieu naturel, un cycle sur le cycle de l'eau. Ça a été fait avec des défiants visuels en Bretagne sur la découverte de l'eau d'une zone humide, d'une tourbière jusqu'à l'océan, et à l'occasion de plusieurs sorties et de la connaissance et de la découverte sensorielle, etc. Ça peut être sur du savoir-faire et du savoir-faire, la gestion de l'orientation. Quelqu'un lourdement handicapé au niveau moteur a des capacités intellectuelles et peut être dans la gestion de la sortie et de l'orientation et de la préparation du matos. Inverser le rôle on est des valides qui pensent pour les handis, mais les pratiquants en situation de handicap peuvent gérer leur pratique. Et puis c'est un côté un peu feignant pour moi qui gère la partie, parce que comme ça, vas-y, démerde-toi maintenant. Je t'apprends à faire, mais je pense que c'est aussi le rôle de l'entraîneur. Moi j'ai un profil entraînement. On doit tout faire pour ne pas se rendre indispensable, donc on doit favoriser l'autonomie de la personne qu'on accompagne, et donc ça passe aussi quand on est dans le milieu handisport. Donc i5 c'est ça, il reste... ouais. Hop, j'avance plus vite pour avoir du temps sur les questions. De la formation, de la formalisation de contenu sur de l'expertise, pour des pros, pour des bénévoles. Là-dessus, vous viendrez vers moi. Le projet OnPiste, il y a des informations sur le site de la fédération. Si vous tapez OnPiste et Handisport, vous allez trouver les infos. L'idée, c'est de donner des informations en amont qui recensent la largeur de la bande de roulement, le type de surface, les obstacles, etc., pour que la personne puisse, en connaissance de cause, s'engager sur un parcours avec le bon matériel,
avec la bonne prothèse, avec le bon accompagnement pour qu'elle puisse favoriser son autonomie et du coup se sentir s'accomplir dans la pratique. Ah, ça sonne, ça y est, je suis en retard. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, c'est des illustrations, donc je vais laisser dérouler tranquillement. Des choses sur du matériel, Paris du matériel, on a de l'achat, j'en ai parlé rapidement sur l'ANS, on achète du matériel à un niveau supra, et ce matériel, ensuite, il est mis à disposition soit directement au niveau d'un comité, soit parfois au niveau de clubs, et puis pas mal de formations dans le cadre des sports nature, et puis la participation à un réseau européen, le petit mot ENOS, là, c'est European Network for Outdoor Sports. Et puis encore plein de projets. Voilà, et mes coordonnées sont ici pour la Fédé Handisport. Merci Emmanuel pour ta présentation de sport urbain. On a un temps d'échange. Ça serait le moment de profiter justement en fait, de ce partage sur des pratiques qu'on voit peut-être moins dans nos centres. En tout cas, peut-être que les patients ou les usagers sont peut-être de plus en plus demandeurs de part parce que des territoires, comment développer aussi les bases de loisirs, l'accès aux bases de loisirs. Des questions, ouais, Fabien? On n'a pas trop vu de parapente. Parce que j'ai pas des masses d'illustrations dessus, mais alors sur le parapente, c'est aussi développé. Alors il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a notamment en termes de matos, il y a des masques avec des diodes commandés par télécommande radio qui permettent à des sourds de faire de l'apprentissage de parapente en autonomie. Voilà, c'est parapente. Et il y a pas mal de choses qui permettent à des personnes avec des troubles moteurs de faire du parapente, avec du matériel spécifique, des fauteuils spécifiques pour garantir la sécurité sans que ça soit trop lourd non plus sous le parapente. Après, quand c'est trop léger, souvent avec les voiles qui sont conçus, ça ne va pas non plus. Mais il y a aussi du parapente. La seule petite limite au sein d'Handisport, c'est qu'en termes d'assurance, aujourd'hui, notre assureur, il n'assure pas l'activité aérienne. Donc ça nécessite d'avoir une assurance complémentaire pour l'organiser. Mais on a dans le mouvement des clubs qui propose l'activité de parapente. Et j'ai envie de dire que le club phare aujourd'hui, il est dans les Hautes-Pyrénées. Et il fait vraiment du cycle de pratique sous la forme i5 dont j'ai parlé. Pas simplement, je fais un biplace et je mets une personne, en gros c'est le paquet que je mets dans un fauteuil. Non, non, on est sur j'apprends à voler. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça. On est sur de la pratique, on n'est pas sur je te balade soit sur mer, soit dans l'air, c'est pas le sujet. On parle de pratiquants. Non, l'assureur de la Fédé, sur le fait que ça soit aérien, que ça soit le planeur, il y a aussi du planeur chez nous, mais il y a une assurance complémentaire. C'est un complément d'assurance et aujourd'hui la MDS, pour le citer, assure pas ça, ni les sports mécaniques au sein de la Fédé Handisport. Sinon, en fait, la cotisation pour tout le monde serait plus chère. Et donc, c'est juste une question de risque pour le coup, et puis assurance du risque. Et, voilà. C'est pas impossible que ça évolue, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation qui donne beaucoup de sens et qui nous ouvre vachement de portes en fait. Moi j'ai une question, la preuve c'est qu'on est dehors, avec pas besoin de porte. Moi j'ai une question, c'est que le peu de chiffres qu'on a sur la pratique du sport, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez la fondation de la Française des Jeux qui avait fait une étude en 2015 ou 2017, je ne sais plus. Et en fait, il montrait que la majorité des personnes vivant avec un handicap pratiquent une activité sportive seule. C'est 90%, 87% à peu près ça, et donc ne bénéficient peu finalement des infrastructures sportives classiques. Il y en a peu finalement qui font du parabasket, du rugby fauteuil, etc., etc., avec un taux de transformation qui n'est pas très très bon. On multiplie les infrastructures, et bon. Et là vous nous ouvrez, c'est une porte-fenêtre, je ne sais pas comment dire, vers des pratiques. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que derrière ce genre de pratiques en commun, vous arrivez à transformer, c'est-à-dire est-ce que derrière ces personnes sont en capacité de pouvoir pratiquer seules? Est-ce que vous avez des exemples ou c'est encore trop tôt quoi? Alors d'une, c'est le but. De deux, il y en a déjà qui sont sur... En fait, ils partent pas toujours tout seuls, mais il y a en fait de la formation et on a des gens qui vont
pratiquer des moments seuls et puis qui ont envie, parce qu'il y a la convivialité, il y a le partage, il y a le machin, et qui vont se retrouver, voilà. Mais donc ils vont augmenter leur volume de pratique, et c'est comme chez les valides, et j'aime bien l'image d'ouvrir la porte, parce que là on parle d'outdoor, et donc justement ouvrons la porte et voyons ce qu'on a en termes de milieu, de richesse. Il y a moins d'infrastructures, c'est plus facile, enfin c'est techniquement plus facile, et quand on compare même en termes de coûts, mise à disposition de matériel, de l'achat, de la mise à dispo, de l'entretien, et même quelqu'un pour pouvoir accompagner avec de l'humain, ça coûte moins cher que la structure que je vous ai montrée dans le Cal de l'Arche à échéance de 10 ans. Quand on compare les deux, ça reste moins cher, donc ça marche mieux. Et après, on va même un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, dans les pratiquants, on a des pratiquants qui sont initiés notamment sur du fauteuil tout-terrain, pas très loin d'ici, là, dans l'Essonne. Maintenant, c'est eux qui encadrent la pratique. Donc voilà, ils ont certes un valide pour être avec, si jamais il y a un truc, il y a un valide à VTT qui suit, mais c'est un faire-valoir. C'est les mains et les jambes qu'ils n'ont pas pour pouvoir faire l'intervention, réparer la crevaison, soulever le fauteuil, c'est tout. Et mettre la parade. Mais en fait, c'est eux qui gèrent la pratique de A à Z. Donc on a un peu inversé le paradigme, on parlait de paradigme tout à l'heure, on oblige un peu aussi nos sportifs en situation de handicap à se prendre en main et à dire ouais, on va t'apprendre, on va t'accompagner, on va te former, mais c'est ta pratique, vas-y, fais-en ta pratique. Donc on va jusque là. On a aujourd'hui des accompagnateurs qui sont en fauteuil roulant, on a des accompagnateurs sourds, on n'a pas d'accompagnateurs déficients visuels encore aujourd'hui, mais on ne se ferme pas la porte, on adapte et puis on met les conditions de sécurité pour que ça soit possible. Et en l'occurrence, là, sur un fauteuil tout-terrain, il faut qu'il y ait un VTTiste avec. C'est la seule obligation qu'on met. Mais ça reste toujours la personne qui pilote. On peut être dépendant, en partie, mais être autonome, si c'est nous qui faisons les choix. Alors en fait, moi, j'étais très passionnée de tout ce que j'ai vu parce que je l'ai vécu il y a 30 ans aux États-Unis lors d'un stage sur le leadership. On nous a appris la randonnée, le rafting, le baseball en fauteuil. Et en fait, là, ce que j'avais découvert, c'est que en France, à cette époque, tu étais toujours confronté aux questions d'assurance, et si tu tombes, comment ça se passe, etc., etc. Et en fait, la limite, c'est s'offrir cette liberté qu'on n'a pas du tout et qu'on n'intériorise pas. Et en fait, voilà, moi, ça m'a passionné de voir ça. Je ne savais même pas que ça existait, parce que c'est vrai que, pour le coup, on est assez frileux d'aller dans les clubs handicapés, entre guillemets, puisqu'on se dit, en fait, il y a beaucoup d'interdits. Et là, on voyait le rayonnement des personnes, cette joie. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question, est-ce que vous faites des séjours, vous organisez des choses en individuel, en collectif voilà, moi, je me dis que c'est des choses qui peuvent être, pour le coup, diffusées plus largement, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont enfermées. Et là, quand on parle de outdoor, évidemment, c'est la nature, c'est être confronté à tout ce qui nous fonde au départ, quoi, c'est-à-dire les racines, et comment on peut s'enraciner dans un pays si on nous fait si on nous pose des interdits. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré. Bravo en tout cas, merci. Merci beaucoup. Et donc la réponse aux questions, c'est oui, oui et oui. Pas partout, en revanche, effectivement, il n'y a pas. Aujourd'hui, notre mouvement n'est pas structuré partout sur le territoire pour pouvoir répondre avec une offre carrée sur toutes les disciplines. Voilà, ça ce serait mentir que de dire ça, même si c'est vraiment en développement, avec du maillage territorial, de la formation de formateurs pour que ça se redécline. Et puis, je vous invite notamment les gens qui sont dans l'Assemblée, parce que ce sera vraiment sur le thème, à venir le 30 mars à la journée technique organisée par le Pôle ressources sport handicap sur le sujet de sport nature, comment favoriser l'accessibilité. Voilà, donc ce serait une journée spécifique. Et sur les séjours, il y a Handisport a une offre de séjours adaptés, dédiés avec des sports de nature. Il y a des séjours adaptés notamment dans les Hautes-Alpes, en lien avec le comité départemental des Hautes-Alpes, où il y a vraiment du beau kiff, avec du kite, du fauteuil tout-terrain, avec, voilà, sur le lac de Serponçon, dans les montagnes. Voilà, oui, c'est des choses qui existent. Et soit par mon contact, soit par l'intermédiaire du site internet, etc., on pourra donner les informations. Mais oui, ça se développe. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Et est-ce que c'est historiquement beaucoup développé ? Non, on a mis un vrai coup d'accélérateur. En fait, moi je suis cadre à la Fédé depuis septembre 2018, c'est un nouveau cadre, un nouveau poste de cadre.
sur une mission de développement des sports nature, ben, on met des moyens complémentaires, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc il y a un vrai choix de la fédération à un moment de négocier auprès du ministère, d'avoir des moyens complémentaires pour dire ouais, on met un coup de boost là-dessus et on veut avoir une offre de pratique supplémentaire de ce qu'on fait déjà et qu'on fait bien sur de la partie haut niveau et sur du développement de loisirs, sur d'autres activités, sur les sports nature. Bah, c'était notre ADN, d'où l'EDF ADN Tour, les sports nature, quand on prend l'histoire. On l'a peut-être un peu mis de côté pour le moment, notamment par peur. De se dire, bah, oui, une personne en situation de handicap a le droit de prendre des risques, mais ce n'est pas forcément dangereux si on comprend les risques et qu'on le fait en connaissance de cause et en s'adaptant. Merci Emmanuel.